Alors, surtout, ne pas penser que la chimie, c'est une science que l'on peut fragmenter. Et alors, même s'il y a la chimie organique, donc la chimie organique est la chimie qui concerne plutôt l'atome de carbone, lié à l'hydrogène, à l'azote, à l'oxygène, au fluor, au chlore, au phosphore, au soufre. Donc, si on regarde un peu dans un tableau périodique, la chimie organique, c'est le carbone qui est ici, bien qui implique des atomes, l'azote, l'oxygène, le soufre, le phosphore qui est ici, le chlore, donc des atomes de cette zone-là du tableau périodique, et l'hydrogène, ce qu'on appellera des non-métaux. Et si on prend un exemple, alors vraiment pris au hasard, si on prend un antibiotique qui s'appelle la phénoxyméthylpénicilline, eh bien, sa formule chimique, elle n'est pas si compliquée que ça. Et là, je vous encourage à taper sur Internet le nom d'un médicament et vous trouverez facilement sa formule chimique. Et vous verrez que il comporte souvent des groupes phényl, d'un groupe C6, 6 carbones qui forment un hexagone, avec ici un pont oxygène, ici une double liaison CO, ici un groupe NH, ici une liaison carbone-soufre. Voilà, donc des molécules qui impliquent un petit nombre d'atomes et principalement du carbone et évidemment l'hydrogène qui est très présent. Au contraire, alors là à nouveau, j'ai pris au hasard un composé de la chimie qu'on qualifierait d'inorganique. Donc un composé qui implique de l'yttrium, de barium, du cuivre et de l'oxygène. Là, si on regarde dans le tableau périodique, l'yttrium, il se trouve ici, le barium, il se trouve là, le cuivre, il se trouve là, et l'oxygène, il se trouve. Donc, évidemment, en chimie inorganique, on va impliquer tous les autres atomes. Donc là, j'en ai pris 4 par hasard, mais évidemment, c'est une chimie qui est beaucoup plus vaste, difficile à appréhender, puisqu'elle concerne un grand nombre d'atomes qui ont des propriétés souvent assez différentes. Et là, donc, ce composé-là, il a aussi la particularité qu'on n'a pas dans une molécule en chimie organique. Et ça, c'est ce qu'on peut faire lorsqu'on fait un composé solide, c'est qu'on peut avoir des proportions entre atomes qui ne sont pas stoichiométriques. Voilà. Dans la molécule d'eau, H2O, il y a un oxygène pour 2 hydrogènes. Dans la molécule de benzène, C6H6, il y a 6 carbone pour 6 hydrogènes. Et quand on fait un solide, et donc il n'y a pas une molécule, c'est donc un composé qui implique différents atomes, eh bien, on peut très bien faire varier la proportion. Donc là, on a fait varier la proportion d'oxygène. Et donc là, on a un X, donc on a 7 oxygènes moins X, avec X qu'on peut faire varier en fonction du mode de synthèse entre 0,1 et 0,3. Alors, qu'est-ce que ça a comme intérêt? Eh bien, ça a un intérêt, c'est que le chimiste va pouvoir faire varier la proportion de ces différents éléments afin de faire évoluer les propriétés physiques ou chimiques du composé. Ainsi, en faisant varier X, on peut passer d'un composé qui conduit très mal le courant en isolant à un composé qui conduit parfaitement le courant, ce qu'on appelle un supraconducteur, et c'est le cas de ce composé-là à très basse température, c'est-à-dire un composé qui ne s'oppose pas au déplacement du courant. Alors, un composé solide, évidemment, c'est très gros. Donc, on ne peut pas le représenter dans sa dimension en considérant les milliards d'atomes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on représente la maille de base qui va se répéter, donc c'est cette maille-là, qui va se répéter à droite, des milliards de fois, à gauche, au-dessus, en dessous, pour composer un solide. Et donc, ce qu'on représente, c'est donc la place, et ce qu'on constate, c'est que le positionnement des différents atomes est généralement très ordonné. Donc là, vous avez l'yttrium, qui se trouve ici au milieu de petits cubes. Vous avez des bariums, qui se trouvent au milieu d'une face. Vous avez du cuivre, qui se trouve au sommet de ces carrés, et l'oxygène, qui se trouve en. Voilà un exemple, alors là, à nouveau, pris au hasard, d'un composé solide issu de la chimie organique.
et impliquant ces 4 atomes, mais j'aurais pu prendre un composé impliquant du manganèse, de l'or, je ne sais quoi. Donc, évidemment, il y a une très grande diversité. Alors, définir chimie organique et inorganique ne doit surtout pas vous faire croire qu'il y a une frontière brutale entre la chimie du carbone et le reste. Et un excellent exemple, mais là à nouveau il y en aurait plein, c'est l'hémoglobine. L'hémoglobine, qui est évidemment la protéine qui est responsable du transport de l'oxygène dans le sang, donc la protéine qui joue un rôle essentiel pour la vie. C'est une macromolécule, mais voilà, donc on peut connaître la formule qui est relativement gigantesque, donc avec donc des chaînes alpha en rouge, bêta en bleu, donc des chaînes qui sont composées de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, donc des atomes de la chimie organique. Mais on a dans cette protéine 4 sites, là, il y en a un qui est représenté ici, un autre ici, un autre ici et un autre ici, qui sont en vert, qui eux sont des sites qui vont être de fait à l'origine des propriétés de transport de l'oxygène. Et quand on les regarde de près, donc c'est ce que l'on fait là, on constate qu'il y a un fer, et en réalité si on regarde de plus près, c'est un fer 2+, qui a la capacité de se lier à l'oxygène. Donc vous voyez que lorsque au niveau des poumons, l'oxygène rencontre de l'hémoglobine, eh bien, il va exploiter les propriétés qu'a le fer d'établir une liaison avec du dioxygène. Donc, cette molécule est à 99,9999% une molécule organique, mais de fait, ce qui fait sa propriété de transport de l'oxygène, c'est un composé inorganique, c'est le fer de plus. Et donc, ce qui se passe, c'est que au niveau des poumons, bien l'hémoglobine, que je peux noter Hg, qui est donc cette protéine, va se lier à l'oxygène au niveau du fer. Et lorsque, au niveau des poumons, bien, la pression d'oxygène est très faible, eh bien, la possibilité que cet oxygène soit restitué. Et c'est-à-dire que HgO2 va rendre l'oxygène et va le déposer au niveau du muscle. Donc là, l'originalité de cette réaction, c'est d'être réversible. C'est-à-dire qu'au niveau des poumons, eh bien, l'oxygène se lie à l'hémoglobine parce qu'il y a une forte pression en oxygène. Mais au niveau des muscles, eh bien, l'oxygène est restitué et donc l'hémoglobine redevient l'hémoglobine non liée à l'oxygène. Donc voilà un exemple de molécule de sciences de la vie qui évidemment vous montre qu'il n'y a aucune frontière entre organique et inorganique et que même si le fer est en proportion très peu présente dans la protéine hémoglobine, c'est le fer de plus qui est à l'origine des propriétés de transport de l'oxygène dans le sang. Alors, puisqu'on a beaucoup parlé du carbone, parlons du carbone, mais à l'état pur. Donc là, je ne parle pas de chimie organique. La chimie organique, c'est lorsque le carbone est lié à l'hydrogène, à l'oxygène, etc. Là, je parle du carbone pur. Comment se trouve le carbone pur à l'état solide? Alors, ce que vous savez depuis pas mal de temps, c'est que le carbone a 4 électrons de valence et ces 4 électrons vont former 4 liaisons. Donc, ce que on vous a dit, et qui est évidemment vrai, c'est que ce qu'il adviendra, c'est que le carbone à l'état pur sera lié 4 fois. Donc, il a différentes possibilités. Soit il se lie 4 fois, donc à 4 carbones différents. C'est ce qui est représenté là. C'est ce qui est représenté là. Et là, eh bien, on le reverra, mais vous l'avez déjà vu, il y a une géométrie qu'on appelle tétraédrique qui permet d'optimiser les interactions. Et donc, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? Le solide qui est constitué comme ça d'un carbone qui est lié 4 fois, qui lui-même est lié 4 fois indéfiniment, on a une macromolécule qui est telle que chaque carbone est lié 4 fois, chacun de ces carbones étant lié 4 fois, etc. Donc, l'on peut soit voir ainsi, soit représenter
ainsi en disant je vais répéter cette maille un très 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 grand nombre de fois à droite, à gauche, en haut ou en bas. Et donc cette macromolécule de carbone liée 4 fois un carbone, etc., sur les 3 directions de l'espace, eh bien c'est ce qu'on appelle le diamant. Donc une fois que vous avez ces informations, vous comprenez tout de suite pourquoi le diamant est un solide dur. Bon, et même lorsqu'on compare à d'autres solides, c'est l'un des plus durs qui existent. Et pourquoi ? Bien, ça se comprend très bien, c'est puisque vous avez un carbone qui est lié lui-même à 4 carbones selon les différentes directions de l'espace. Ce carbone-là étant lui-même lié 4 fois indéfiniment, et ainsi de suite, de telle sorte que vous avez une macromolécule qui est très rigide et donc très solide. Le diamant a aussi des propriétés optiques qu'on ne peut pas comme ça comprendre aussi simplement. Donc on comprend très bien pourquoi le diamant dans le carbone établit 4 fois, établit 4 liaisons, c'est parce que c'est toujours le cas, et pourquoi il est si dur. Mais un carbone peut se lier 4 fois différemment. Considérons un carbone qui préfère se lier 2 fois à un autre carbone et de façon simple à 2 autres. Eh bien, lui aussi établit 4 liaisons. Et ensuite, on peut, alors là, faire quelque chose qui se répète. Ce carbone-là est lié 2 fois par liaison double, 2 fois par liaison simple, et ainsi de suite. Et donc maintenant, avoir une macromolécule, mais qui se situe, parce qu'on peut montrer, vous l'avez vu au lycée, on le reverra plus tard, que ceci est nécessairement plan. Donc, on peut aussi concevoir un carbone lié 4 fois, donc constitué d'hexagones de carbone. Donc, c'est la formule chimique, c'est C, mais simplement, vous avez un carbone qui est lié donc selon des feuillets. Et comme un feuillet, ça n'a que 2 dimensions, et que votre mine, qu'un solide, c'est à 3 dimensions, eh bien, ces feuillets vont être en interaction faible. Et donc, c'est ça qu'on va voir aussi pour ce semestre. Il y a des interactions plus ou moins fortes. Et même si l'on regarde de plus près, on constate que si j'ai et là on a une vue de dessus, si j'ai représente le premier feuillet et le deuxième feuillet, celui d'en dessous, eh bien il est décalé. Ils ne sont pas à superposition. Donc, ça c'est un autre composé à base de carbone qui s'appelle le graphite. Votre mine de crayon, de papier, est composée de graphite. Le carbone établit toujours 4 liaisons. Mais là, au contraire, votre mine de crayon, le graphite, c'est au contraire un composé très friable. Ça se comprend très facilement, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas de liaison forte entre ces différents feuillets, de telle sorte que les feuillets peuvent glisser les uns par rapport aux autres, et donc voire casser sans que ça implique beaucoup d'énergie. Donc, cet élément carbone, eh bien, il peut se trouver, et il se trouve, autour de nous, à l'état pur, sous 2 formes très différentes. Le diamant, composé très solide ayant des propriétés optiques remarquables. Le graphite, composé au contraire friable et n'ayant aucune propriété optique remarquable. Le diamant étant un très bon isolant, le graphite pouvant, avec des impuretés, conduire le courant. Alors donc, c'est ce qu'on appelle des variétés allotropiques. C'est-à-dire qu'un même composé, à température et pression ambiante, eh bien, on peut le rencontrer sous des formes différentes. Alors, le diamant, de fait, il ne trouve pas sur la surface de la Terre, il est extrait donc de mines, de corps terrestre, et le diamant, lui, évidemment, se trouve dans d'autres situations. Donc, le diamant et le graphite n'ont pas la même histoire au niveau de la Terre et n'ont pas été synthétisés dans les mêmes situations.